Bienvenue dans cette émission du 23 juin 2025 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs que je remercie du fond du cœur, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Et l'émission d'aujourd'hui rend cette caractéristique d'autant plus importante. Nous allons aborder le sujet « Israël connaît-il un génocide à Gaza ?» L'actualité, notamment les bruits de bottes en Iran, toutes les turbulences qui s'y déroulent, font perdre de vue la situation effroyable qui continue de se dérouler et de s'aggraver de jour en jour à Gaza. Cela fait depuis le mois de novembre 2023 que j'emploie à titre personnel le mot de génocide pour y décrire les crimes et les exactions commises par les forces armées israéliennes sur une population sans défense. La question, bien sûr, fait débat et il est important qu'elle le fasse. C'est pour cette raison que je vous proposerai cette semaine une série en 4 épisodes pour vraiment faire le tour de cette question et puis à partir des éléments de réalité concrets et des définitions qui doivent prévaloir en la matière, se poser la question, peut-on, oui ou non, parler de génocide ? Alors vous connaissez ma démarche de connaissance, elle est phénoménologique, c'est-à-dire que je pars toujours des éléments de réalité qu'on peut observer dans le réel. Ça n'est pas l'espace des spéculations. Et puis une fois qu'on a fait une moisson de données fiables, c'est-à-dire qu'on a pu vérifier ou dont on peut à bon droit supposer qu'elles ont une très haute vraisemblance, eh bien on s'engage dans une démarche inductive, c'est-à-dire qu'on cherche à énoncer un certain nombre d'hypothèses qui peuvent donner de la cohérence à tout ce que nous avons observé. Alors bien sûr que si j'emploie personnellement le mot génocide à dessein, c'est que, à mon sens, c'est le terme qui convient, qui s'impose même pour décrire cette réalité. Maintenant, je suis évidemment conscient que c'est un mot particulièrement chargé, d'autant plus que ceux qui commettent les crimes aujourd'hui, ce sont des juifs israéliens. C'est l'armée israélienne, l'armée d'un État juif, et évidemment qu'étant donné le poids de l'histoire, je comprends que cela devienne extrêmement problématique. J'en profite pour remercier ici une nouvelle fois toutes les personnes qui m'ont écrit, fort courtoisement je dois dire dans l'immense majorité des cas, pour contester ce choix de mots, en me disant vous ne devriez pas parler de génocide, en avançant différentes raisons pour lesquelles elles contestaient ce choix. Avec une ligne de désaccord que je vais aborder d'emblée dans cette émission parce que c'est celle que l'on retrouve le plus fréquemment. Et hier a été diffusé sur la chaîne des Incorrectibles un petit échange entre deux personnalités, un journaliste et le responsable de l'association Trump France. Je vous passe ce petit extrait qui pose particulièrement bien le décor. Si Benyamin Netanyahou est attaqué par la CPI, moi, le droit international, tu sais ce que j'en pense, c'est une politesse quand on a gagné la guerre. Le droit international existe. Alors, on ne peut pas dire le droit international, s'abriter derrière, et après dire il n'y a pas de génocide. Selon le corpus juridique en cours d'un point de vue international, le génocide est constitué. Que ça plaise ou non. Alors, c'est tout. Tu mettras en note, et je te dis seulement une chose, cette information est totalement fausse. Voilà, je suis... Écoute-moi bien. J'affirme, regarde, on va faire un truc. J'affirme que tu dis... Tu peux affirmer ce que tu veux, il est poursuivi. Non, excuse-moi, moi je te poursuis. Tu poursuis quelqu'un pour viol, pour meurtre, tu as dit c'est absolument pas constitué. Il y a une accusation qui est rigoureusement ridicule, et on va y venir d'où elle vient, cette accusation. Ça, elle vient de l'Afrique du Sud. Alors, dans une tribune publiée dans Libération, un écrivain a énoncé aussi ses réserves, pourquoi il semble que nous ne devrions pas employer le mot génocide. Et puis Franck Tapiro, qui est un influenceur sioniste, mais vraiment d'un mauvais goût et je dirais d'une intelligence toute relative, lui a osé proférer « Quand il y aura 800 000 morts civils parmi les 2,5 millions de Palestiniens de Gaza, alors on pourra parler d'un risque de génocide ». Et ce faisant, il s'est évidemment assis sur le fait que la Cour internationale de justice, qui est la grande cour, le grand tribunal qui règle les différends entre les États, a reconnu de son côté, sur la base des éléments matériels avancés en janvier 2024, nous sommes en juin 2025, qu'il y avait un risque évident de génocide à Gaza, en ordonnant à Israël de prévenir et punir toute incitation au génocide. Ce n'est pas exactement ce qu'on a vu. Et puis, un interlocuteur, professeur de sciences des religions, m'a aussi écrit en disant « Écoutez, aujourd'hui, une partie des Gazaouis sont les victimes des conséquences du conflit déclenché par ceux qu'ils ont élus, c'est-à-dire le Hamas. Ce qui se passe à Gaza est évidemment terrible, mais n'a rien à voir avec la Shoah, qui était une extermination planifiée et même industrialisée, un vrai génocide. »
Dans tous les conflits, il y a des débordements inacceptables de part et d'autre. Dénoncer les crimes contre l'humanité est important, mais restons prudents dans notre vocabulaire. Alors, je le remercie de cet énoncé fort intéressant en relevant qu'il est déjà tendancieux quand il dit que l'origine de ce qui se passe, eh bien, c'est le conflit déclenché par le Hamas. C'est une vision un petit peu raccourcie de l'histoire. Et puis, il met très justement en lumière cette association que font la plupart des gens entre génocide et la Shoah. Évidemment que la Shoah est un événement, une tragédie sans équivalent dans son ampleur et sa gravité. Moi-même, à chaque fois que je vois des images de la Shoah ou que je pense à la Shoah, j'en ai les larmes aux yeux, j'en suis bouleversé au plus profond de mon être. Donc les gens qui me traitent d'antisémite, ils sont bien gentils. Je veux dire, vous ne trouverez pas personne plus bouleversé par la Shoah que c'est mon cas. Avec un héritage familial, puisque mon grand-père, avec ma grand-mère et leurs 5 enfants, ont caché des Juifs dans leur maison pendant l'occupation. Ils les ont accompagnés pour passer clandestinement des barrages de nazis, et s'ils avaient été découverts, toute la famille aurait été fusillée ou déportée dans des camps de concentration. Et je ne le dis pas pour me faire valoir, je ne peux rien des mérites de mes ancêtres, encore que je suis profondément fier de descendre de ce sang. Mais c'est pour rappeler que la Shoah, bien sûr, a été la tragédie surtout du peuple juif. Il y a eu aussi des tziganes, les homosexuels, les handicapés mentaux, les patients psychiatriques. Enfin, c'est majoritairement, bien sûr, le drame de la communauté juive, mais que nous avons tous été impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. Que ce soit les gens qui ont choisi de collaborer, que ce soit les forces françaises fidèles à Pétain qui ont participé aux déportations, ou que ce soit les quelques résistants qui se sont mouillés. Donc on comprend qu'il y a une sensibilité évidente. En même temps, il n'y a pas de monopole victimaire, ni de monopole du génocide. Il y a eu de nombreux holocaustes, aucun qui ait eu l'ampleur et la gravité immensément choquante, infiniment choquante de la Shoah, mais avec tout un ensemble de déclinaisons, d'ailleurs dans des ethnocides. Ça, c'est qu'on cherche à détruire un peuple, une identité d'un peuple, par exemple en obligeant des enfants autochtones à aller dans des systèmes scolaires missionnaires où ils vont être complètement acculturés à leur culture d'origine. Il y a eu des démocides, c'est-à-dire où à l'intérieur d'une société, certaines classes sociales en ont exterminé d'autres à large échelle. Et on se souviendra à ce sujet qu'il y a eu bien sûr le génocide arménien de sinistre mémoire, qu'Israël ne reconnaît toujours pas d'ailleurs au passage, ni la Turquie. Et il faut rappeler à ce sujet qu'alors qu'on dit souvent que c'est un génocide perpétré par des musulmans contre des chrétiens, eh bien non, les musulmans ne génocident pas les chrétiens, ça a été un génocide laïque, perpétrés par des autorités civiles et militaires laïques. C'est très important de le rappeler, car sinon on fait en permanence cette adéquation entre religion, massacre et génocide, alors que ça n'est absolument pas le cas. On peut bien sûr parler également de la situation en Union soviétique, où le petit père des peuples, et rappelons comment toute une partie de l'intelligentsia française, notamment universitaire et littéraire, suivait aveuglément le dictateur en question, et qui a exterminé entre 15 et 20 millions de personnes dans les camps de travail, y compris le fameux Holodomor en Ukraine. Sans oublier Mao Tse-tung, là encore, pensons à tous les maoïstes que nous avons eus sur nos plateaux de télé, pédocriminels ou non. Eh bien Mao, c'est en tout de 40 à 70 millions de victimes dans des conditions qui n'avaient rien à envier avec la Shoah. Alors évidemment, la particularité de la Shoah, c'est cette volonté démente d'exterminer un peuple. Et ça a été très caractéristique avec la dimension industrielle. Mais tout ceci posé, ce serait une erreur monumentale, comme ce professeur l'a fait, de poser qu'un génocide devrait être l'équivalent de la Shoah pour être reconnu comme un génocide. Alors je vais vous présenter ici la définition de la notion de génocide, et puis vous montrer des éléments de réalité concrets et vérifiables qu'on peut observer à Gaza, et en explicitant au passage la raison pour laquelle j'utilise moi-même le terme de génocide, mais en laissant bien sûr chacun libre de me rejoindre ou non dans cette définition ou de tirer ses propres conclusions. On a vu dans l'échange entre Didier Maisto et son interlocuteur que celui-ci dit en substance « tant qu'un tribunal n'a pas jugé, vous ne pouvez pas parler de génocide ». Donc c'est comme si votre femme se fait assassiner par votre voisin, par un concours de circonstances ou corruption où il file à l'étranger, il est dans un territoire où il n'y a pas d'extradition, donc vous ne pouvez pas parler de meurtre ou d'assassinat parce que la justice n'a pas tranché.
Vous voyez, non. Évidemment que par rapport à certaines accusations troubles, oui, il faut attendre effectivement que la présomption d'innocence s'éteigne. Mais en même temps, quand nous voyons de nos propres yeux, que nous avons sous nos propres yeux des faits qui relèvent, semble-t-il, à l'évidence d'une qualification, on n'a pas besoin d'attendre une décision de justice. Ça, c'est totalement irrecevable comme objection. Et donc, en ce qui me concerne, je vais vous présenter ici, aujourd'hui, les définitions du droit international. Qu'est-ce que c'est qu'un crime de guerre? Qu'est-ce que c'est qu'un crime contre l'humanité? Qu'est-ce que c'est qu'un génocide? Et puis, dans une prochaine émission, parce qu'une fois que nous aurons attesté qu'Israël se rend au moins coupable de crimes contre l'humanité, à tout le moins, eh bien, il faut évidemment comprendre comment une population peut en arriver là. Et je le redis, ça n'a rien d'antisémite. N'importe quel peuple au monde serait capable de commettre un génocide, pour autant que les conditions soient réunies. Donc, c'est une réflexion sur cette dynamique qui se déploie à un moment donné à l'intérieur d'un peuple et qui notamment résout cet apparent paradoxe. Puisqu'ils ont subi ça, comment est-il possible qu'ils le fassent subir alors qu'en logique traumatologique, psychotraumatologique, individuelle et collective, au contraire, il y a une certaine évidence au risque de reproduire ce genre de fait, de schéma. Donc, la deuxième grille d'analyse dans laquelle nous entrerons après-demain, c'est celle des processus génocidaires et notamment les étapes des génocides qui sont très très bien résumées dans le cadre du musée de l'Holocauste de Montréal. Je vous réfère à cette littérature qui est accessible en ligne. Alors je rappelle une dernière fois, une nouvelle fois, que je n'ai évidemment rien contre le judaïsme, au contraire. C'est une tradition pour laquelle j'ai un infini respect, j'ai même de la tendresse pour cette démarche, mais tout en reconnaissant qu'il y a une multitude de judaïsmes et que tout courant peut devenir génocidaire. J'ai le plus grand respect pour l'islam, je n'aime pas l'islamisme. J'ai le plus grand respect pour la chrétienté. Ce qui se passait à Beth Aram, vous voyez, pour moi, ne relève pas du christianisme. Et là, on est dans cette situation où si on ose critiquer Israël et ses crimes, alors on est antisémite, comme si quand on dénonce la pédocriminalité à Beth Aram ou dans certains secteurs de l'Église, on était antichrétien. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça, c'est évidemment un piège. Donc il y a des judaïsmes, et nombre de courants du judaïsme étaient d'emblée opposés à la création de l'État d'Israël. Je rappelle une nouvelle fois qu'en 1948, avec 28 autres très grands penseurs et scientifiques juifs, Albert Einstein a publié une lettre dans le New York Times dans laquelle il disait que le parti sioniste ressemblait au parti nazi dans son idéologie et ses méthodes, qu'il s'opposait à la création de l'État d'Israël, qu'il était contre la religion du judaïsme dans ce sens-là, dans ce sens militantisme politique, et qu'il s'opposait en appelant les fondateurs de l'État d'Israël des terroristes, ce qu'ils ont été historiquement. Donc on peut appeler le Hamas et d'autres courants des terroristes, peut-être que c'est vrai à certains endroits, mais en se souvenant que les créateurs de l'État d'Israël étaient eux-mêmes des terroristes. Cela a parfois été rappelé sur un plateau. Et il ne s'agit pas, vous voyez, de faire du ping-pong avec le blâme, il s'agit de pouvoir penser honnêtement et intelligemment ces réalités. Alors ces clivages dans le judaïsme sont en réalité plus forts que jamais aujourd'hui. Ce qu'on ne sait pas, c'est que l'immense majorité des juifs américains, et on sait toute l'importance du sionisme états-unien dans le soutien à Israël, mais l'immense majorité des juifs américains libéraux sont opposés à Benjamin Netanyahou, au courant messianique actuellement au pouvoir en Israël, et ne se reconnaissent pas du tout dans cet agenda guerrier auquel Trump semble adhérer, puisqu'il soutient de manière débridée tous les efforts de destruction d'Israël sur les nations environnantes, et en particulier le peuple palestinien. Et là, je partage avec vous le tweet d'un penseur juif américain, Dan Cohen, qui dit « Je suis tout à fait d'accord avec une autre personnalité de confession juive. Nous, juifs, devons dissocier totalement notre identité, qu'elle soit laïque ou religieuse, de l'entité génocidaire, c'est comme ça qu'il l'appelle, qui prétend faussement nous représenter. Israël ne représente que ses citoyens et il ne le fait même pas vraiment. Nous sommes des juifs américains qui rejetons la construction sioniste, frauduleuse d'une nationalité juive et l'État qui nous l'impose sans notre consentement. Il faut savoir, je l'ai souvent dit, que même d'après les services de renseignement intérieur en Israël actuellement, le pays est au bord de la guerre civile. Donc tous les gens qui disent ne pas soutenir Netanyahou, c'est attaquer Israël ou être dans la haine d'Israël, merci de réviser un peu vos fondamentaux, parce que comme je l'ai souvent dit, c'est l'inverse qui est vrai. Si vous soutenez envers et contre tout et à tout prix, et quels que soient les crimes qu'ils commettent,
ce régime-là et ces dirigeants-là, vous êtes en train de fragiliser Israël d'une manière qui le met en grande difficulté, et l'immense majorité des Juifs sont conscients de ce risque-là. Alors entrons, si vous le voulez bien, dans la dimension juridique. Quelle est la différence entre les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide ? Les crimes de guerre sont commis dans le cadre de conflits, qui peuvent être d'ailleurs internes à un pays, une guerre civile ou une guerre avec une autre puissance, et peuvent toucher à la fois les combattants et les civils. Ce qui les caractérise comme crimes, c'est qu'ils ne font pas partie de ce qui est licite dans le droit de la guerre. Je suis un homme, la guerre, normalement, c'est des combats entre troupes d'hommes qui, dans ce cadre-là, peuvent agir de manière militaire, y compris tuer des ennemis. Par contre, tuer des femmes et des enfants, ou tuer des dirigeants de pays sans avoir déclaré la guerre, ça, c'est des crimes de guerre. On n'a pas le droit à tout dans une guerre. Et l'humanité, qui malheureusement est guerrière depuis la nuit des temps, a cherché à contenir et organiser les pulsions destructrices dans le cadre des guerres avec un droit. Et donc les crimes de guerre, c'est ce qui contrevient au droit de la guerre. Les crimes contre l'humanité visent les populations civiles, à tout moment, pas seulement pendant les guerres, et on verra dans une minute les critères qui s'imposent pour qualifier des crimes contre l'humanité. Enfin, le génocide se concentre sur des groupes spécifiques avec des actes tels que des massacres ou une intention délibérée de détruire un groupe en particulier. Alors, on va prendre le temps, si vous le voulez bien, de se pencher sur ces définitions. Parce qu'aujourd'hui, on voit toutes sortes d'influenceurs de plateau. Alors, soit c'est des vendeurs de morts, comme Bernard-Henri Lévy, sinistre personnage, qui vend du sang, de la destruction et de la guerre depuis des décennies. Soit c'est des influenceurs, soit c'est des journalistes hyper corrompus, mais qui parlent en l'air. Non, on ne peut pas parler de génocide. Oui, Israël est le garant des libertés occidentales à travers le monde. Mais de quoi parle-t-on ? Et c'est là où, évidemment, il faut qu'on revienne au concret, notamment des définitions légales. Alors, les crimes de guerre sont définis comme des violations graves du droit international humanitaire commises lors des conflits armés, ce que je viens de vous dire, donc des actes comme l'homicide volontaire, la torture, l'attaque de civils, le pillage, l'utilisation d'armes interdites, etc. Par exemple, le fait de prendre pour cible des hôpitaux civils ou des travailleurs humanitaires, gardez ça à l'esprit parce qu'on verra ça plus loin, constitue très clairement un crime de guerre. Le droit de la guerre est régi par les conventions de Genève de 1949 et protocole de 1977, ainsi que le statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998. Les crimes contre l'humanité, définis dans le statut de Rome à l'article 7, sont des actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. C'est quand délibérément on s'attaque à une population civile. Les crimes peuvent inclure le meurtre, l'extermination, la déportation, la torture, le viol, l'esclavage sexuel, la stérilisation forcée, l'apartheid et d'autres actes inhumains causant de grandes souffrances. L'élément critique, c'est l'ampleur. S'il y a une personne qui est tuée par un soldat pendant une occupation, c'est possiblement un crime de guerre, bien sûr, mais ça ne sera pas un crime contre l'humanité. Par contre, s'il y a une ampleur, qu'on vise un groupe dans son entier, et s'il y a une nature expressément politique à l'attaque, à ce moment-là, on se trouve dans cette qualification. Et puis, le génocide, bien sûr, codifié dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide et dans le statut de Rome à l'article 6, implique des actes commis dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. On est de nouveau, en tant qu'acte, dans le meurtre de membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique partielle ou totale, le transfert forcé de population ou d'enfants, etc. Et là, vous voyez déjà que l'objection dite « on ne peut pas parler de génocide parce qu'il n'y a pas 800 000 tués ou que ce n'est pas la Shoah » ne tient pas. Ce qui qualifie le génocide, c'est des actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe particulier. L'élément déterminant en l'espèce est l'intention spécifique de détruire ce groupe qui distingue précisément le génocide des autres crimes. Voilà, ceci c'est pour poser les éléments de définition. Maintenant, je vais dérouler la cohorte de faits
relevé, observé, démontré qui se déroule à Gaza, de sorte à ce que vous puissiez, sur la base de ces définitions, bien sûr, pas de votre avis du jour, vous demander dans quelle catégorie cela nous situe. Alors comment faire le tri entre des données factuelles et donc solides, vérifiées, et ce qui relève de l'intox, les fausses nouvelles, la désinformation ou la propagande, c'est-à-dire qu'on ne dit pas tout, on dit les choses d'une manière à induire à l'avance ce que vous allez penser. Et une objection que m'adresse un certain nombre d'interlocuteurs qui me reprochent d'utiliser le terme de génocide, c'est comment pouvez-vous croire la presse, dans laquelle sortent les nouvelles que je vais vous présenter, qui nous a menti tout au long du Covid et dont on sait qu'elle est au service d'un agenda qui va forcément donner la parole à tous ceux qui s'opposent à Israël. Alors, c'est une bonne question. Et il faut, bien sûr, qu'on la prenne en considération. La règle que j'ai envie de rappeler, c'est qu'il faut être prudent, mais sans a priori. Si une étude scientifique aujourd'hui sort dans le Lancet, je ne vais plus pouvoir me dire, le Lancet, c'est une des plus prestigieuses revues, ils ont un peer reviewing de première qualité, donc il y a de très fortes chances que ça soit vrai. Non, aujourd'hui, le Lancet publie des fraudes régulièrement, publie même beaucoup de fraudes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on puisse, à partir de la source, identifier si on est face à une fraude ou non. Je peux trouver dans le Lancet un article bien fait avec des résultats solides ou un article qui est de la fraude avec des résultats qui sont une pure escroquerie. Et donc, je dois descendre dans la réalité de l'information et en l'occurrence aller éplucher le protocole de recherche, les données qui souvent sont cachées dans les annexes pour voir si je peux considérer cela comme étant fiable ou non. Alors bien sûr, il y a une hiérarchie de la fiabilité habituelle des sources. Il y a des sources dont vous savez qu'a priori c'est à peu près tout le temps faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des fois quelque chose de vrai. Il y a des sources qui sont très fiables. Mais voyez, même sur les médias dits dissidents, il y a des informations erronées qui circulent. Dans les médias mainstream, il n'y a à peu près plus que des informations erronées. Deuxième élément, c'est l'importance des recoupements. On considère qu'une information a de très fortes chances d'être véridique s'il y a plusieurs témoins ou plusieurs sources qui, de manière indépendante, décrivent la même réalité. Ça n'est pas la même chose que l'accumulation. Quand l'Express dit « Monsieur Michel est un imposteur », puis que Libération reprend ça, et que la radio-télévision suisse reprend Libération qui cite l'Express, ça n'est pas un recoupement. D'accord ? C'est que, par oreiller de paresse, ils se citent les uns les autres en se considérant comme étant des sources fiables. Donc il faut toujours vérifier, est-ce qu'il y a plusieurs sources de témoignages crédibles qui confirment que tel ou tel élément s'est déroulé. La meilleure ressource, c'est les services de renseignement. Il faut savoir que tous font un effort énorme pour trier le bon grain de livret, pour séparer le vrai du faux. Après, ça ne veut pas dire qu'au niveau de la communication, il n'y ait pas des entourloupes et de la propagande. Mais en tout cas, dans l'intelligence interne, ils font cet effort. On a vu par exemple avec les récentes frappes israéliennes contre l'Iran que le Mossad avait identifié que c'était beaucoup trop tôt, qu'il n'y avait pas d'éléments probants. Tulsi Gabbard avait dit la CIA n'a aucune preuve du développement d'un programme militaire nucléaire iranien. Vous voyez, donc les services de renseignement, évidemment, sont aux premières loges pour savoir ce qu'il en est. Maintenant qu'on entre dans le détail de la situation à Gaza, ce qu'il faut rappeler, parce que beaucoup de gens disent « ouais, mais vous ne pouvez pas citer les chiffres du Hamas », c'est que les autorités de Gaza sont extrêmement fiables dans les informations qu'elles donnent. Cela a été vérifié, ce n'est pas la première fois que Gaza est frappé, même si ça n'a jamais été à cette échelle, et on a toujours pu vérifier dans l'après-coup que les chiffres qui avaient été donnés étaient très près de la réalité. Les organisations internationales également, il est très rare que l'ONU, le Haut Commissariat aux réfugiés, disent des choses qui ne soient pas vérifiées et vérifiées. Les organisations non gouvernementales, elles sont souvent très fiables, surtout quand elles engagent leurs responsabilités. Quand Amnesty International sort un rapport de 250 pages sur des crimes de guerre, a priori, ils ne vont pas prendre le risque de dire n'importe quoi. Toutefois, il y a des biais, notamment idéologiques ou de sensibilité politique, qui font que les ONG sont à prendre avec un tout petit peu plus de recul que les organisations internationales ou les autorités de Gaza. La presse occidentale ne vaut rien. Alors là, si vous trouvez de temps en temps quelque chose de juste ou de vrai, c'est vraiment soit parce que c'est indéniable, soit parce que vous avez un coup de chance. Et ce qui est très intéressant et qu'il faut rappeler, Jacques Beau
mon compatriote, ancien responsable des services de renseignement de mon pays, a rappelé que la presse israélienne, comme la presse ukrainienne, sont beaucoup plus libres que la presse occidentale. Si vous voulez avoir des informations de qualité sur l'Ukraine, allez voir dans les médias ukrainiens. Les médias en Israël ont osé poser des questions et des enquêtes comme aucun média occidental ne l'a fait. Donc ça, c'est important de le savoir. En ce qui concerne la presse occidentale, de nouveau, c'est au cas par cas, mais il y a effectivement un parti pris très clair, mais pas en faveur du Hamas et des Palestiniens, très clairement en faveur d'Israël. Un récent article dans Le Monde diplomatique montre comment on utilise une syntaxe différente qui humanise ou déshumanise selon qu'on parle des Israéliens ou des Palestiniens. Par exemple, le Hamas massacre ou tue, alors que les Palestiniens y meurent, sans préciser qui les fait périr. 10 Palestiniens meurent dans une frappe. On ne dit pas les Israéliens massacrent 10 Palestiniens, alors que dans l'autre sens, c'est toujours inversé. Une enquête sur le traitement de l'information aux États-Unis depuis le 7 octobre montre exactement la même chose. Bien sûr que les Anglais ne sont pas en reste, la BBC notamment est sous le feu des critiques. Il y a toute une enquête dans laquelle je reviendrai dans un prochain épisode faite par le Center for Media Monitoring, qui est une organisation financée par des fonds musulmans. Donc là, il faut avoir une vigilance particulière. Toutefois, quand on se penche sur la méthodologie de recherche et les résultats, on voit qu'effectivement c'est très solide. Je vous parlerai en détail de cette enquête qui montre là encore les doubles standards systématiques. Il faut savoir que plus de 230 professionnels des médias, dont 100 journalistes de la BBC, ont accusé la chaîne de ne pas respecter ses propres standards journalistiques dans la couverture pro-israélienne de ce qui se passe à Gaza. Et puis on a découvert en cours de route, que le rédacteur en chef pour le Moyen-Orient de la BBC est un collaborateur du Mossad et de la CIA, mais cela n'étonnera pas les personnes qui suivent cette chaîne depuis longtemps, c'est tout le complexe industriel de la propagande et de la censure dans lequel nous sommes. Et par exemple, la BBC n'a jamais, dans aucun reportage, mentionné la fameuse directive Hannibal. Vous savez, c'est cette directive des forces armées israéliennes qui dit que quand des attaquants du Hamas ou des terroristes s'enfuient avec des otages, il faut tuer tout le monde pour que le Hamas n'ait pas d'otages. Et en fait, on a de très forts doutes aujourd'hui qu'un nombre important des victimes du 7 octobre, des victimes israéliennes, ont en fait été tuées par l'armée israélienne. Il faudrait des enquêtes, on ne peut rien affirmer de certain à ce stade, mais toujours est-il que la BBC n'a jamais mentionné cette possibilité à ses téléspectateurs. D'où ce petit dessin, lumière, caméra et bullshit. Donc vraiment, les médias mainstream, à part des éléments comme 12 morts, 15 morts qui, eux, peuvent être vérifiés, et tout ça s'inscrit dans le fait qu'on retrouve la même information partout. Les gouvernements occidentaux nous mentent comme des arracheurs de dents. Je vous présente Mike Pompeo, l'ancien directeur de la CIA aux États-Unis, sous Trump 1, qui a admis, bien sûr, dans une conférence, « Nous mentons, nous trompons, nous volons, nous assassinons, c'est ça notre métier ». Netanyahou est le plus grand menteur que la Terre ait porté, en plus d'être vraiment un psychopathe dangereux. Il y a un petit trait d'humour qui circule en Israël. Comment peut-on dire que Netanyahou est en train de mentir? C'est très simple, c'est dès qu'il bouge les lèvres. Et on se souvient que Chirac avait dit « tout ce qui sort de sa bouche est mensonge ». Sarkozy et Obama, qui n'étaient pas en reste en termes de mensonges, je ne le supporte plus, Sarkozy c'est un menteur, Obama, bah oui, moi en plus je dois me le taper tous les jours. Puis voilà comment l'ancien Chief of Staff de Colin Powell, le colonel Wilkerson, résume ce qu'il faut savoir de l'information officielle israélienne, notamment Olivier Rafovitz, porte-parole des forces armées israéliennes sur les plateaux français. Tout est toujours faux. En tout cas, dans un premier temps, il arrive qu'il corrige après en disant « bah oui, tout compte fait, c'était vrai une semaine ou deux plus tard », mais voilà ce que dit quelqu'un qui sait de quoi il parle. Laissez-moi vous le dire très clairement. Je ne fais jamais confiance aux dirigeants israéliens. J'ai été trop longtemps dans le gouvernement.
Je sais que les Israéliens sont des menteurs patentés dans leurs services de renseignement, dans leurs services de propagande et au gouvernement. Ce sont des menteurs invétérés. Je le dis encore une fois, ce sont des menteurs. Vous ne pouvez pas croire quoi que ce soit qu'ils vous disent. Voilà, c'est tout de la propagande. Et une des difficultés de l'Occident aujourd'hui, moi je le dis autour de Trump, qui dit tout et n'importe quoi. Donc il dit, ah, on va pas du tout attaquer, puis boum, il attaque, parce que ça a permis aux autres de croire qu'il n'allait pas attaquer. Et ce sur quoi j'insiste, c'est que c'est très occidental de considérer que la parole donnée n'a aucune valeur. C'est d'ailleurs le trait des pervers narcissiques. Un mensonge réussi vaut une vérité. Mais il faut se rendre compte que dans beaucoup d'autres pays au monde, ça n'est pas comme ça. Quand tu es chef d'État, tu peux ne pas dire certaines choses, tu peux garder en réserve certains motifs qui t'animent, mais tu ne vas pas truander ouvertement en disant, par exemple, Tulsi Gabbard raconte n'importe quoi, on sait très bien que les Iraniens sont à 2 doigts d'avoir une bombe atomique, alors que tout le monde sait que c'est faux. Mais en Occident, il n'y a aucun problème. Ça a été d'ailleurs une des pierres d'achoppement entre les Amérindiens et les Américains qui n'ont cessé de passer des traités qu'ils n'ont jamais respectés. Et les Amérindiens, naïvement, se sont dit, le président des États-Unis et les membres du gouvernement sont leurs aînés, c'est des grands-parents comme chez nous. Et chez nous, quand un grand-père ou une grand-mère donne une parole, ça ne bouge pas, c'est solide. Et donc, ils ont cru de bonne foi qu'on pouvait faire confiance, et ça, c'est très anglo-saxon israélien. Alors, venons-en maintenant, si vous le voulez bien, au terrible bilan de ce qui se déroule encore aujourd'hui à Gaza. Au 21 juin 2025, l'état de destruction de l'habitat et des infrastructures est alarmant. 70% des bâtiments, incluant les habitations, ont été détruits ou sévèrement endommagés depuis octobre 2023. Selon les analyses de satellites et des rapports d'organisations internationales. Une grande partie des infrastructures essentielles, 82% des institutions de santé, 92% des infrastructures scolaires sont partiellement ou totalement touchées, 100% des universités, alors que l'accès à l'eau potable est gravement compromis pour 2,2 millions de personnes. Voici une carte. Au mois d'août 2024, des bombardements. Tout ce qui est en rouge, c'est des points d'impact de bombardement indiscriminés touchant toutes les structures de la société gazaoui. Selon le ministère de la Santé de Gaza, en mai 2025, donc il y a un peu plus d'un mois, au moins 52 615 personnes ont été tuées, les estimations allant jusqu'à 62 000, plus 10 000 disparus qu'on va probablement retrouver en état de décomposition sous les décombres. D'après les Nations Unies et d'autres sources, 90% d'entre elles sont des civils, femmes, enfants et non combattants. Selon Jacques Beau, on est même dans un rapport de 1 victime du Hamas pour 75 victimes civiles. C'est abominable. Le nombre de blessés, évidemment, est en rapport, au moins 130 000, mais une étude qui a fait du bruit, publiée dans le Lancet, a dit qu'avec les morts indirectes, toutes les personnes privées de soins, toutes les personnes affamées, toutes les personnes âgées ne pouvant pas recevoir de soins, on est déjà probablement près de 200 000 morts, et d'autres chiffres circulent, évoquant plutôt près de 400 000, c'est-à-dire qu'on ne pourrait repérer aujourd'hui que 1,85 million d'habitants sur les 2,2 millions qu'il y avait à l'origine. Alors c'est sans aucun doute pas aussi élevé que ça, mais le chiffre donné par le Hamas de 55 000 morts est un minimum. C'est même forcément au-dessus. Donc quand les gens me disent « mais comment est-ce que vous pouvez croire aux chiffres du Hamas ?» Non, faites un effort de rigueur intellectuelle 2 minutes. D'ailleurs, un médecin américain volontaire à Gaza a dit la même chose. Les gens meurent de maladies qui seraient soignables parce qu'on ne laisse plus entrer des médicaments et qu'on n'a plus les moyens de les soigner. Le nombre de morts est au moins 4, 5 ou 6 fois supérieur à ce qui est déclaré. Alors on a vu aussi le fait que les forces armées israéliennes s'en prennent à la population systématiquement. Des populations civiles, mais également des gens qui sortent avec un drapeau blanc. On a un très grand nombre de cas de cette nature répertoriés, et même des témoignages, tant d'anciens soldats que de Gazaouis, disant que les snipers, donc les tireurs d'élite israéliens, tirent les Palestiniens comme du sport. Et avec ces réalités terribles.
Un des témoignages de soldats qui ont été enregistrés. Je m'emmerde, alors je tire sur les Palestiniens. Corroborant les déclarations des médecins palestiniens indépendants, ces soldats affirment qu'ils étaient autorisés à ouvrir le feu contre des civils sans restriction. Et également que des cadavres sont restés exposés aux animaux errants et tous ceux qui cherchaient à aller les recueillir pour les enterrer se faisaient tirer dessus. On a dit que les femmes et les enfants étaient particulièrement visés. D'après les Nations Unies, près de 70% des Palestiniens tués à Gaza par les Israéliens étaient des femmes et des enfants. Ce qui fait une femme ou une fille tuée en moyenne chaque heure, de jour en jour, chaque heure. Boum, 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 boum. Du corps médical volontaire à Gaza, comme la doctoresse Rose a dit, il nous apporte les blessés et les morts de manière ininterrompue à travers les portes, des enfants en très bas âge avec des blessures majeures, avec des parties de leur corps qui ont été démembrées. La moitié des cas que j'ai eu à traiter, c'est une chirurgienne reconstructive, étaient en dessous de l'âge de 11 ans. C'est de la barbarie à l'état pur. Selon l'UNICEF, il y a au moins 17 000 enfants qui sont séparés de leurs parents ou perdus ou orphelins. Et puis avec la plus haute proportion, le plus haut nombre d'enfants amputés au monde. Parmi les 16 500 enfants tués, il y a au moins 2100 nourrissons de moins de 2 ans, ce qui fait 30 enfants tués par jour pendant plus de 500 jours, une femme toutes les heures et 30 enfants tous les jours pendant 500 jours. Plus de 33 000 enfants ont été blessés ou mutilés, souvent avec des amputations ou des brûlures, dans un contexte où 80% des hôpitaux sont submergés, et par privation d'anesthésiques et de ce qui permet de faire une sédation, beaucoup d'enfants ont dû être opérés à vif et délibérément. C'est-à-dire que les Israéliens se sont organisés pour cela et ont empêché qu'il en soit autrement. Ou comme cette petite fille à laquelle Émeric Caron rend un très bel hommage. Vous comprenez la dimension industrielle de ce massacre contre l'innocence? Et oui, les enfants en particulier sont pris pour cible par des tireurs d'élite de manière répétée. On en a là encore l'enregistrement d'innombrables épisodes, comme ici, où un enfant, vous voyez, sous la flèche, s'est fait tirer comme un pigeon d'argile, comme une cible par un sniper israélien. Et voilà le témoignage du médecin juif américain, chirurgien orthopédique Mark Perlmutter, qui témoigne de ce qu'il a vu sur place. Vous dites que les enfants de Gaza sont abattus par des tireurs embusqués? Oui. J'ai des photos de 2 enfants qui ont reçu une balle si parfaite dans la poitrine que je n'aurais pas pu placer mon stéthoscope sur leur cœur avec plus de précision et directement sur le côté de la tête. Dans le même enfant, aucun enfant n'est abattu 2 fois par erreur par les meilleurs tireurs d'élite du monde. Tous les désastres que j'ai vus combinés au cours de 40 voyages humanitaires au long de 30 années, y compris une intervention à Ground Zero le 11 septembre 2001, des tremblements de tête, tout ça combiné n'égale pas le niveau de carnage que j'ai vu contre les civils au cours de ma première semaine à Gaza. Et quand vous dites civils, c'est surtout des enfants? Presque exclusivement des enfants. Je n'avais jamais vu cela auparavant. J'ai vu plus d'enfants incinérés que dans toute ma vie. J'ai plus d'enfants déchiquetés. En une seule semaine, déchiquetés? Que voulez-vous dire? Avec des parties du corps manquantes, écrasées par les bâtiments pour la plus grande majorité ou des explosions de bombes, puis des balles de sniper. Et vraiment, je suis désolé d'insister, mais la cruauté la plus crasse semble ne pas avoir de fin. On a des témoignages consistants. Les forces armées israéliennes n'ont pas confirmé, mais on a là encore des recoupements de témoignages montrant que les Israéliens utilisent des drones avec des pleurs de bébés pour les faire sortir et pouvoir les abattre.
Je vous donne ici toute la liste des références pour que vous puissiez aller vérifier par vous-même, si vous en doutez. Des cris de bébés et de femmes en détresse afin d'attirer les Palestiniens. Les Israéliens refusent toujours l'accès du lait maternel en poudre à Gaza. Des bébés prématurés, mais des bébés tout court, risquent la mort parce qu'Israël commet un génocide. La dénutrition est en train d'avoir des proportions galopantes. Et quelle différence y a-t-il entre cet enfant et les enfants qui étaient dans les camps de la mort? Alors oui, les Nations Unies retiennent que Israël fait partie des nations qui violent gravement les droits des enfants. Mais Israël s'en prend également aux travailleurs humanitaires et aux soignants, non seulement à la population, mais même à ceux qui leur viennent en aide. Plus de 400 travailleurs humanitaires et 1050 professionnels de la santé ont été tués, délibérément, ciblés et tués. Vous savez que l'armée israélienne s'appuie sur l'intelligence artificielle. Elle sait très bien faire la différence entre un médecin et un combattant du Hamas. 1050 professionnels de la santé et 400 travailleurs humanitaires. Des massacres à répétition, récemment encore. 15 travailleurs humanitaires, les mains liées, criblés de balles, puis enterrés avec un bulldozer. 400 morts en tout. Gaza est un champ de la mort, a dénoncé le chef des Nations Unies. Un mépris total de la vie et de la dignité humaine. Multiplication des raids israéliens contre les hôpitaux. 114 hôpitaux et cliniques rendus inopérants. 131 ambulances endommagées ou détruites. Ce qui évidemment est une violation du droit international. Les installations médicales sont protégées. Vous n'avez pas le droit de tirer sur une ambulance ou de détruire un hôpital. Et puis, il y a bien sûr des très nombreuses pertes parmi le personnel soignant, souvent tué en service ou dans les bombardements de leur domicile, et notamment dans une logique de vengeance. Quelques heures après une interview sur la chaîne américaine CNN où ils ont parlé des massacres commis par Israël et dénoncé la complicité des États-Unis, 2 médecins volontaires américains ont été visés par des frappes aériennes qui ont délibérément visé l'hôpital où ils travaillaient. Des médecins, des soignants, des patients kidnappés par l'armée israélienne dans l'hôpital Kamal Adwan au nord de Gaza. On les traite comme des terroristes, en prétendant au passage que c'est des terroristes, mais quand on vérifie, évidemment que ça n'est pas le cas. Le dernier chirurgien orthopédiste en décembre 2024, encore en activité dans le nord de Gaza, le docteur Saed Joudeh, était en route vers l'hôpital lorsqu'Israël lui a tiré une balle dans la tête. Et puis, bien sûr, cette image emblématique, mais tellement terrible, le directeur de l'hôpital Kamal Adwan, le docteur Hossam Abou Safir, enlevé par l'armée d'occupation, qui avait au préalable tué son fils de 13 ans, il avait dû l'enterrer dans la cour de l'hôpital, et donc il a été enlevé par l'armée d'occupation qui l'a violemment battu avant de l'embarquer vers un lieu inconnu. Il y a eu de très très nombreux médecins enlevés, torturés jusqu'à ce que mort s'en suive. On a des noms. Et le docteur Abou Safi a résisté héroïquement pendant plus de 3 mois dans son hôpital. Il a refusé d'abandonner ses patients et les habitants du nord de Gaza. Depuis, on sait qu'il a été torturé en prison violemment. Sa détention illégale a été prolongée de 6 mois par un tribunal de l'armée israélienne. Et les observateurs internationaux qui lui ont rendu visite disent qu'il subit des conditions de détention inhumaines avec de la torture et qu'il décline de visite en visite. Récemment, un couple de médecins. La femme était au travail, pédiatre. Son mari et les 9 enfants à la maison. La doctoresse Ala Al-Najjar voit arriver 7 enfants calcinés, les siens. Le corps de 2 autres de ses enfants, un bébé de 7 mois et un autre de 2 ans, était resté coincé sous les décombres. Son mari était sorti chercher de la nourriture. En rentrant, il s'est précipité dans la maison quand il a vu un premier missile tomber sans exploser et un second missile qui a tué 9 enfants et gravement blessé le père et la mère. Alors une équipe de cinéastes, des cinéastes respectés, déjà primés dans des festivals,
a tourné un documentaire sur les médecins sous attaque à Gaza. Et la BBC vient de déprogrammer, plutôt de renoncer à diffuser ce film, au motif que le réalisateur a affirmé qu'Israël commettait des crimes de guerre. Alors ils se sont dit, non, si le réalisateur, pas dans le film, hein, dans la vie à côté, dit ça, non, mais attendez, tout ce qu'on vient de voir, c'est quoi si ça n'est pas des crimes de guerre? La presse est sous attaque. Israël tue des journalistes et fait en sorte qu'il n'y ait aucun journaliste sur place, pour qu'on ne puisse pas témoigner devant le monde entier de ce dont il est question. Il y a eu plus de journalistes tués à Gaza depuis octobre 2023 qu'il y en a eu dans tous ces conflits rassemblés, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre au Vietnam, invasion américaine de l'Afghanistan et la guerre en Yougoslavie. Parce qu'Israël tue systématiquement en les visant des journalistes, ce qui est des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Combien de journalistes palestiniens ont dit on fait tout ce qu'on peut pour continuer à vous montrer la réalité des choses et boum, ils sont descendus les uns après les autres. Cette photographe reporter Fatima Hassouna, qui a été programmée au Festival de Cannes cette année, a été assassinée par Israël. Et assassinée, c'est-à-dire qu'elle était visée personnellement parce qu'elle témoignait au visage du monde de ce qui se passe à Gaza. Même chose pour le journaliste Hossam Chabat, 23 ans. Il a refusé de cesser de témoigner de ce que vit la population gazaoui. Il a été assassiné. On va évoquer bien sûr la destruction du territoire. Et par des relevés par satellite, on voit qu'entre 70 et 98% des récoltes sont endommagées. Fruitiers, plus de 90%. Couverture végétale arboricole, entre 80 et 98% a été endommagée. Rafah est rasé jusqu'au sol. Une démolition complète. Et là, je vais vous passer un petit clip d'un homme d'affaires anglais, colon, David Kovler, qui a été donné une canne de coca, si je ne m'abuse, à une équipe de démolisseurs, car la réalité, c'est qu'Israël est en train de tout démolir, dans l'espoir, bien sûr, probable de récupérer le territoire à un moment donné, ce qui, je vous le rappelle, relève de la caractéristique de génocide. Hey, Chaya, we want to say thank you. Look, we broke the Gaza. And you help us to do it. You see? Thank you so much. Donc rendre impossible les conditions de survie d'une population autochtone, ça fait partie des caractéristiques, des critères du génocide. Et effectivement, aujourd'hui, tous les universitaires les plus gradés, les chercheurs, les sportifs, les journalistes, les médecins, tout ce qui représente une nation a été impitoyablement éliminé. Voilà encore une petite vidéo comparative qui montre la réalité de cette destruction intentionnelle et terminale, définitive. Et donc vous avez autour de Rafah pratiquement 2 millions de personnes emmurées dans un petit coin de territoire et impitoyablement bombardées. Vous voyez, c'est comme si pour la chasse, vous mettiez dans un grand enclos du gibier, des sangliers, des cerfs, des chevreuils et des lièvres et que vous balanciez des grenades encore et encore. Imaginez, c'est à peu près la population de Paris, intramuros, bombardé inlassablement avec de 70 à 90% du bâti qui est effondré. Ce sont des scènes d'apocalypse. Et comme le rapporte l'activiste pour la paix juif américain Norman Finkelstein, ça n'est pas seulement une guerre. Il s'agit non pas du Hamas, mais d'effacer Gaza de la carte. Et tout cela confirmé par les paroles des membres du gouvernement israélien. Comme Eli Yishai, nous devons détruire Gaza, le faire retourner au Moyen-Âge en détruisant toutes les infrastructures, incluant
les routes et la distribution d'eau. Journaliste Gilad Sharon du Jérusalem Post, il ne doit plus y avoir d'électricité, ni d'essence, ni aucun véhicule se déplaçant à Gaza. Nous devons aplatir tous les quartiers, nous devons aplatir l'entier de Gaza. Un membre de la Knesset, Ben Ari, il n'y a pas d'innocents à Gaza. Il faut tous les faucher, tuer les habitants de Gaza sans la moindre arrière-pensée et sans la moindre pitié. Le ministre de Homefront Defense, Gaza doit être nettoyé sous les bombes. Et puis enfin, le ministère des Transports, quelle curieuse coïncidence, qui dit « Gaza doit être bombardé si violemment que tous les Palestiniens s'enfuient en Égypte ». Et oui, Gaza n'a plus de nourriture, n'a plus d'eau. Les usines de dessalement et de distribution d'eau ont été bombardées. Pas d'électricité, pas d'aide humanitaire, pas de secours. Alors bien sûr, ce qu'il faut mesurer, c'est que ça n'est pas une nouveauté. Ce complexe américano-britannico-sioniste est multirécidiviste dans les crimes contre l'humanité. On se souvient du million de morts en Irak, dont un demi-million d'enfants. Et de cette question posée par une journaliste à Madeleine Albright, qui était l'ignoble ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, est-ce que tuer 500 000 enfants, ce prix en valait la peine? Elle répondait « Oui, je pense que c'était un choix difficile, mais nous pensons que le prix en valait la peine. » Et comment est-ce que 500 000 enfants sont morts en Irak? De dénutrition, de maladies, de défaut de soins. Des enfants malades qui, avec un médicament banal que vous pouvez acheter à la pharmacie du coin, auraient pu survivre, mais les États-Unis et l'OTAN et la Grande-Bretagne et Israël et nos pays avaient décidé que non, c'était mieux de les laisser mourir, c'était un prix qui en valait la peine. Alors voilà, récemment, en plus, Internet, les liaisons de télécommunications, oui, pour que les habitants ne puissent surtout pas témoigner de ce qu'ils vivent. Et puis pour faire bonne mesure, on a appris que Netanyahou, qui, rappelons-le, a financé le Hamas pendant des années pour mettre en échec l'autorité palestinienne, actuellement est en train d'armer des clans terroristes dépendants de ISIS et de Daesh pour s'opposer au Hamas à Gaza. Et oui, diviser pour mieux régner. Si en plus des terroristes islamistes peuvent abattre des Palestiniens et des responsables du Hamas, c'est toujours cela de prix, n'est-ce pas? Et nous sommes dans cette situation qui rappelle de manière horrible cette série de films, The Hunger Games, où des populations réduites à la misère sont utilisées, parquées comme du bétail, abattues à leur guise. Imaginez, 2 millions de Palestiniens sont parqués dans 18% du territoire. Dans la surpopulation, les épidémies, une détresse terrible, avec des bombardements incessants, y compris sur les tentes des camps de réfugiés, avec des gens qui sont brûlés vifs, de jour en jour, alors qu'ils cherchent à accéder à des points de ravitaillement, et les soldats israéliens qui leur tirent dessus, qui les massacrent, qui tirent dans le tas, de jour en jour, aux frais du contribuable américain, et avec le soutien de l'entier de l'Occident qui vend des armes et finance l'effort de guerre de notre meilleur allié Israël. Israël instrumentalise aujourd'hui l'aide humanitaire pour broyer Gaza. Étant donné que les distributions de vivres étaient assurées par les autorités locales, donc le Hamas, il y a une Gaza Humanitarian Foundation, bien orwellienne, qui a été créée, organisation israélo-américaine avec la bénédiction du grand bienfaiteur de l'humanité Donald Trump, sous pavillon suisse, qui en fait, pour ceux que cela intéresse, est une émanation en termes de projet du Boston Consulting Group. C'est un peu comme McKinsey. Ils ont notamment beaucoup travaillé à la réforme, à la destruction des hôpitaux dans notre pays. Et le but avéré, d'après des documents qui ont été révélés, c'est le nettoyage ethnique. Donc, on a créé 5 points de ravitaillement sur toute la bande de Gaza, qui sont signalés en rouge sur cette carte, pour drainer toute la population environnante. On peut voir ici de quelle distance les gens doivent venir se ravitailler. Et donc des scènes, mais absolument apocalyptiques. Et même Haaretz, vous voyez, je vous le dis, la presse israélienne joue son rôle
ose dénoncer les choses et poser les questions en disant « Israël contraint les Gazaouis à choisir entre mourir de faim ou risquer leur vie ». Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'aller trouver, si tout va bien, un malheureux sac de farine, mais qu'en cours de route, eh oui, les forces israéliennes tirent à balles réelles sur ces malheureux. De jour comme de nuit, et donc ça n'est même plus un camp de concentration, c'est un camp de la mort où un culte sectaire de destruction génocidaire est organisé, notamment par les sionistes américains qui rendent tout cela possible. Un génocide, vous voyez cette doctoresse Rose dont je vous ai déjà parlé, qui parle de comment les gens arrivent, dans quel état, que bien sûr, c'est des tirs délibérés de populations civiles, même des chars israéliens, tant qu'à faire, tirent dans le paquet. Et de jour en jour, 51 personnes tuées, 59 personnes tuées. 72 morts dans des frappes. 23 Palestiniens tués près d'un centre de ravitaillement. 44 Palestiniens tués en Gaza. Et des enfants qui se retrouvent orphelins. Comme ce garçon, son père était allé chercher de quoi nourrir ses enfants. Pierre Jovanovic souligne que ça rappelle une scène du film La Liste Schindler, où le commandant du camp prend son fusil à lunettes et abat au hasard des prisonniers juifs. La différence, en 2025, c'est que c'est les Netanyahouistes qui tirent au canon de chars sur les Palestiniens affamés. Un autre médecin américain dit « Chaque fois qu'il y a une soi-disant distribution de nourriture, nous savons qu'il y aura un anéantissement. » Il a décrit l'horreur du massacre humanitaire. « Je ne vois aucune trace de guerriers. Je vois des pères et des filles mal nourris. Je vois des femmes enceintes dont les bébés ont été arrachés du ventre par les éclats d'obus. Je vois de jeunes enfants confortablement installés dans leur pull rouge se le faire arracher et les bras complètement anéantis. Les forces israéliennes ont non seulement ouvert le feu sur des civils mal nourris, mais également lancé des obus de chars sur la foule. » Le professeur de droit et avocat au barreau de Paris, maître Jean-Pierre Mignard, dit « Ce n'est plus seulement un scandale humanitaire, c'est une fracture anthropologique, une foule enfermée, mutilée, massacrée, et ils osent appeler ça sur les plateaux de télé un combat de civilisation. » Alors oui, l'ONU et Antonio Guterres, son secrétaire général, se réveillent en ayant un commentaire très antisémite. Il est inacceptable que les Palestiniens risquent leur vie pour de la nourriture. C'est inacceptable, mais c'est leur réalité au quotidien. L'ambassadrice britannique aux Nations Unies, 1,5 million de Palestiniens sont menacés de famine. Ils sont tués et blessés alors qu'ils tentent de joindre les sites de distribution de nourriture. C'est inhumain. J'ai déclaré ce matin au Conseil de sécurité que nous continuerions à faire pression sur Israël. Oui, faire pression sur Israël. Combien d'années encore ? Haaretz reconnaît, c'est un monstrueux échec. Israël doit de toute urgence laisser les Nations Unies reprendre la distribution de nourriture. Des groupes juifs à travers le monde se mobilisent, comme ici en Australie. En tant que juifs, nous ne pouvons pas regarder passivement des Palestiniens concentrés dans des zones où on peut les tuer en toute impunité et ne pas penser à notre propre histoire. Il relève qu'en tant que juifs, en tant que peuple juif, nous avons une conscience vivide des horreurs des ghettos de l'époque nazie, où les communautés juives ont été confinées, privées de toute ressource et soumises à de la violence systématique. Et ils appellent le gouvernement à intervenir. Et en réalité, ce sont bien sûr les crimes contre l'humanité du siècle, mais également une manière unique de détruire les fondations de la loi humanitaire. Malgré le déclenchement des hostilités avec l'Iran, eh bien, Israël a continué à intensifier ses frappes sur une population désarmée. Il n'y a pas dans l'histoire eu de situation où 80% d'un pays a été détruite, 100% de la population déplacée et 50% des morts étaient des enfants.
Haaretz, à nouveau, donne la parole à des témoins. Je n'ai plus de mots pour décrire ce que les Israéliens commettent à Gaza. Un autre médecin qui dit c'est la chose la plus horrible qu'aucun d'entre nous n'a jamais vue au cours de sa vie. C'est un génocide en direct, ininterrompu. Il n'y a pas de limite aux horreurs, aux atrocités qu'Israël est en train de commettre contre le peuple palestinien. Et puis, prenant la parole récemment, dans le cadre de la Commission des Nations Unies d'investigation sur les territoires occupés de la Palestine, Chris Sidoti, qui est un avocat du droit humanitaire international, qui a été commissaire en charge des droits humains pour l'Australie, puis a été impliqué dans toutes sortes de cercles internationaux, répondant à la prétention israélienne d'être l'armée la plus morale du monde, a dit ceci. The Israeli army is the most moral army in the world. I mean, this is something that is said repeatedly by the current Prime Minister of Israel, Netanyahu. On one recent occasion, he walked it back a bit and he said one of the most moral armies in the world. Now, I don't have the expertise and I don't have the authority to make assessments of morality. Netanyahu may, but I don't. So, I don't know whether it's one of the most moral armies in the world or not. But what I do have expertise in and what I do have authority to do is make assessments of criminal conduct. And we've done that in relation to the recent events, and you can see that in the report. And the only conclusion you can draw is that the Israeli army is one of the most criminal armies in the world. Et oui, bien sûr, c'est une des armées les plus criminelles au monde. Alors je le redis une fois de plus, pour moi, ça n'est pas important qui commet ces crimes sur qui. Si c'était dans l'autre sens, je les dénoncerais avec la même intensité. L'important, c'est de pouvoir reconnaître le réel de ce à quoi on a affaire. Tout ce que je vous ai montré là, ça n'est pas un parti pris. Ce sont des faits. On peut commenter ceci de manière différente. Et notamment autour de la notion d'intention, sur laquelle nous reviendrons dans le prochain épisode. Mais toujours est-il que tout ce que je vous ai montré est factuel. Il y a des témoignages, il y a des gens qui l'ont vécu en direct, il y a des organisations internationales qui ont fait des bilans, qui sont confirmés. Alors revenons aux définitions. Crime de guerre. Violation grave du droit international commise lors de conflits armés, comme l'homicide volontaire, la torture, l'attaque de civils, le pillage. Bon, ça, je crois qu'on est bon quand même. C'est assez difficile de dire que tant qu'un tribunal n'aura pas jugé, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu des crimes de guerre. Bien sûr que Israël est coupable de crimes de guerre. Crimes contre l'humanité. Posons-nous la question. Ce sont des actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque. Cela inclut le meurtre, l'extermination, la déportation, la torture, le viol et d'autres actes inhumains causant de grandes souffrances. Donc je me permets de le dire. Comment peut-on nier aujourd'hui qu'Israël et le gouvernement Netanyahou et tous ses complices, Donald Trump, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand, le président Macron, sont des complices de crimes contre l'humanité? Et puis génocide, acte commis dans l'intention de détruire en tout ou partie, c'est-à-dire même que les habitants de Gaza, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, peut-être que les petits amputés peuvent nous ouvrir un coin de compréhension à ce sujet, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Alors, bien sûr, reste posée la question de l'intention. Là, je vous ai montré les faits démontrables de la manière dont ça se déroule. Dans le prochain épisode, nous prendrons de nouveau de manière très factuelle, en nous basant sur des éléments probants, et notamment la parole des dirigeants israéliens, dont j'ai déjà rappelé un certain nombre d'expressions choquantes aujourd'hui, pour voir si c'est intentionnel de détruire le corps et l'âme des Gazaouis, ou si on peut plaider, comme le défendent certains, quant au fait que même si c'est des choses très graves et épouvantables, ça n'est quand même pas une destruction intentionnelle du groupe des Palestiniens. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain épisode.